Oui, alors moi je suis sorti en 2013 de Louis Lumière, qui est donc une école de cinéma qui forme plutôt des opérateurs et des gens pour l'image. Avant ça, j'ai commencé par un BTS audiovisuel à Montaigu. Ensuite, j'ai fait l'université à Paris 3 et à Paris 8. Et après, j'ai intégré Louis Lumière. Alors, j'ai eu envie de faire du cinéma à partir du lycée. Et donc, c'est un peu là qu'a commencé à naître le désir du cinéma, la cinéphilie. Après, au départ, comme pas mal de gens qui commencent à vouloir faire du cinéma, je pense que j'étais plutôt intéressé par la mise en scène et le métier de réalisateur. Et puis, en fait, petit à petit, j'avais quand même un goût pour l'image parce que j'ai toujours fait des photos, même quand j'étais plus jeune et quand j'étais petit. Et puis, en fait, plus les études ont avancé, plus je me suis précisé au niveau de l'image et je me suis rendu compte que, d'abord, que j'étais bon à être un sparring partner, c'est-à-dire quelqu'un qui rebondit sur les idées des autres pour les approfondir ou les aider à exister. Ça, c'était une première chose. Et puis après, réalisateur, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un métier, parce que c'est compliqué d'en vivre financièrement. C'est pas toujours simple, parce qu'on fait un projet, puis finalement, il n'aboutit pas. Et puis voilà, il faut être constamment en train d'écrire un, deux, trois films pour arriver à vivre de ce métier. Et moi, je voulais vivre de mon travail. Donc voilà. Puis d'un point de vue un peu plus pragmatique, j'aimais bien la dimension artisanale de l'image. Parce que du coup, quand je tourne un film, quand je rentre chez moi le soir, j'ai l'impression d'avoir fabriqué un objet. Et pour moi, ça, c'était important, l'idée de la fabriquer une petite chose, quoi. Alors d'abord, on m'envoie un scénario en général. Enfin, on m'appelle, on me dit voilà, j'ai un scénario, j'ai un projet de long métrage, on commence à avoir de l'argent. C'est souvent les réalisateurs qui m'appellent, mais parfois les producteurs. Et donc ils me disent, bah voilà, on a tant d'argent, on aimerait bien faire appel à vous, à toi. Donc moi je dis, bah ok, mais de quoi ça parle? Et puis ensuite, souvent, je demande à lire le scénario et je rencontre presque systématiquement les metteurs en scène parce que un mauvais scénario mais un grand réalisateur, ça donnera un bon film. Un très bon scénario mais avec un mauvais réalisateur, ça donnera quand même un mauvais film. Donc je rencontre toujours les réalisateurs. Et ensuite, bah, il y a un travail de préparation qui dure quand même assez longtemps en amont du tournage, durant lequel on va faire le découpage, c'est-à-dire le point de vue, où est-ce qu'on va placer la caméra, pendant combien de temps, pour dire quoi, pour faire quoi. On va faire ce qu'on appelle les repérages artistiques, donc ça c'est quels sont les décors du film. On va en voir beaucoup, on va voir par exemple 10 maisons pour en garder qu'une seule, parce qu'après il y aura les repérages techniques qui sont là avec une plus grande équipe, enfin l'équipe commence à grossir, et donc là on se dit, alors là, donc du coup, il y a un plan qui est à tel endroit, qui fait comme ça. Donc ça veut dire que peut-être on pourra installer la lumière à tel endroit, mais s'il fait beau, peut-être qu'on peut faire ça. S'il fait pas beau, on peut faire peut-être autre chose. Et donc du coup, même mes collaborateurs, ils notent, bah, alors ça veut dire qu'il faut telle lumière, il faut telle puissance électrique. Voilà, ils commencent à noter, à lister. Une fois qu'on a fait ces repérages artistiques, moi j'ai commencé aussi je fais en général des essais d'images. Donc c'est-à-dire, parfois souvent j'essaie d'en faire deux séries. Une première série que je fais parfois en studio. Donc je prends une caméra, ou deux, ou trois, différentes, puis trois, quatre séries d'optiques, et puis je vais essayer de faire des images, mais en relation avec le film. Alors parfois avec une comédienne ou un comédien, puis parfois avec ce que je vais avoir de disponible. Donc ça, souvent, je le fais Souvent, c'est très, très en amont du tournage, donc je le fais quand je peux et où je peux. Et puis après, quand je commence ça me permet de montrer ça au metteur en scène. Et je vais faire une deuxième série d'essais, mais là, ce coup-ci, je vais le faire sur le décor avec les comédiens, là pour le coup, vraiment, avec les costumes, avec le maquillage. Et là, on va aller encore plus loin esthétiquement, on va affiner des choses, on va essayer certains projecteurs et d'autres, et voir les puissances, etc. Et tout ça, on va l'amener en étalonnage, et on va vérifier que tous les paramètres qu'on a choisis, ça contribue bien à donner l'image qu'on veut faire. Et après, on attaque le tournage. Voilà, donc il y a quand même pas mal d'étapes avant de travail. C'est beaucoup de travail en fait de préparer un film. C'est vraiment très très long, quoi. Je ne sais pas s'il y a un projet qui m'a marqué. Après forcément le premier, Mange tes morts, déjà c'est le premier. Ensuite c'était une expérience un peu à la frontière de la légalité. C'était à la fois du cinéma mais pas que. Donc
Forcément, c'est forcément un film qui va me marquer toute ma vie. Et puis en plus, humainement, c'était vraiment plein de rencontres. Et après le film, il est allé à Cannes et beaucoup de gens ont parlé de l'image. Donc forcément, c'était inespéré. Enfin, c'était beaucoup de travail et beaucoup d'énergie. Mais j'essaye quand même de choisir des projets toujours super singuliers parce que j'y mets beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'affect. Donc j'ai beaucoup de projets pour lesquels j'ai beaucoup d'affection. J'ai l'impression que dans les images où il y a de l'ombre et de l'obscurité, d'abord il y a davantage de mystère. Et en fait, ce mystère et ce qui n'est pas montré à l'image, ça permet au spectateur de projeter son imaginaire. Moi, je trouve qu'il y a plus de choses à penser sur une image où il y a de l'obscurité que sur une image où tout serait illuminé. Si je parle de manière vulgaire, je dirais que ce qu'il y a de plus éclairé, ce qu'il y a de plus visible, c'est la pornographie. Dans la pornographie, il n'y a pas de place pour le mystère, tout est éclairé, tout est visible, tout est lisible. Et du coup, il n'y a pas de place pour l'imagination. Et en fait, c'est l'inverse de l'érotisme ou du sentiment amoureux. Ce qui nous plaît dans l'amour et dans l'érotisme, c'est ce qu'on ne voit pas d'une personne. Et ce qui me plaît dans une image, c'est ce que je ne vais pas en voir ou ce que j'en devine sans en être certain. Et donc, dans mon travail, j'aime bien l'idée que je laisse toujours une part d'ombre et de pénombre pour laisser au spectateur une part d'imagination, en fait, une place à l'intérieur de l'image. Après, d'un point de vue plastique, je trouve aussi que du coup, ça force à se concentrer, à être bien attentif, parce que du coup, ce qui est obscur est par définition plus difficile à voir. Et donc, pareil, ça fait partie d'une forme de... Si je théorise un tout petit peu, c'est un peu une forme de résistance aussi à toutes ces images, un peu dont on est abreuvé en permanence, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook ou sur tout autre média, où là aussi, on va vouloir que tout soit très immédiat, y compris dans les séries d'ailleurs aujourd'hui, où tout doit être compréhensible, lisible. Et donc, quand vous rencontrez quelqu'un, si vous comprenez tout et si vous voyez toute cette personne, vous en tomberez jamais amoureux ou même jamais, vous serez jamais intéressé par cette personne, parce que si vous la connaissez, quel est l'intérêt d'apprendre à la connaître? Alors que si vous la comprenez pas tout à fait, il y a un mystère qui se crée, et du coup il y a une altérité, et du coup vous dites mais pourquoi elle est comme ça, cette personne-là ou cette image-là? C'est vrai que j'assimile pas mal les personnes et les images. Mais voilà, je pense que c'est un peu le même rapport. Je pense que c'est le point fondamental du cinéma, c'est sa puissance, elle réside dans sa capacité à montrer quelque chose qui n'est pas visible. Je pense que les seuls films qui nous intéressent, fondamentalement, sont ceux qui arrivent à rendre visible quelque chose qu'on n'avait pas vu ou qu'on ne pouvait pas voir sans ça. Je prends un exemple. Moi, les films qui m'ont touché, c'est ceux où, quand je suis sorti de la salle, j'avais l'impression de voir le monde différemment. Donc je pense que c'est le propre du cinéma que d'arriver à capter quelque chose qu'on ne verrait pas. Mais ça, je ne sais pas si c'est propre au travail d'un opérateur en particulier. Je pense que c'est vraiment intrinsèque à la caméra et à la magie qu'il y a à l'intérieur de ça. Après, ce qu'il y a de beau à l'intérieur du travail d'opérateur, c'est comment, effectivement, on arrive à obtenir ce petit miracle qui fait qu'on arrive à revoir quelque chose qu'on pensait avoir vu. Si je puis approfondir un petit peu, moi, d'un point de vue personnel, c'est vrai que je trouve ça fascinant, l'utilisation de la caméra, parce que j'ai l'impression de jamais me lasser. C'est-à-dire que je peux vous filmer tous et toutes là pendant 45 jours, et je serai toujours un peu fasciné par la caméra, par la façon dont je peux me déplacer autour de votre visage, dont le corps prend de la place à l'intérieur du cadre, etc. Comment je vais réussir à vous éclairer ou pas. Ça va toujours me fasciner, parce que je vais toujours avoir l'impression de redécouvrir un visage et une émotion et une expression. Et donc ça fait partie de la beauté de ce métier, quoi. Et ça, c'est tout le travail. Je ne saurais pas vous dire par quel bout il faut le prendre. C'est-à-dire que vous arrivez, vous avez un scénario X avec, dans le cas de l'angle mort, vous avez le scénario, c'est l'histoire d'un homme qui a le pouvoir de devenir invisible, mais qui ne l'a jamais utilisé pour en faire quoi que ce soit. Et il se rend compte que ce pouvoir est en train de disparaître. Et en fait, petit à petit, il se rend compte que finalement, ce qu'il croit être un pouvoir, c'est un peu une malédiction. Et je ne sais pas si la question, elle est de se dire si c'est réaliste ou pas. En fait, nous, on s'est posé la question en d'autres termes avec Pierre et Patrick. On s'est dit qu'on voulait que le film soit romanesque, c'est-à-dire avec sa part de romance assumée, une image qui ne se
sent pas trop comme une image trop esthétisante ou trop chichiteuse. Et donc ça veut dire une image assez sobre, mais avec quand même justement ce que je disais tout à l'heure, une part de mystère. Donc il y a beaucoup de travail en ton sur ton dans le film. Il n'y a pas trop d'effets. Mais par contre, à chaque fois qu'il est dans le noir, comme le personnage a la peau noire, il se distingue à peine. Donc il y a tout un travail en demi-teinte. Et il y a aussi tout un travail sur le fait que l'image est très mate. C'était la première fois que j'arrivais à obtenir un rendu comme celui-là, mais l'image, elle est très très mate, un peu comme un papier, voilà, comme un papier dont les noirs seraient absorbés. Et en fait, j'aimais bien l'idée que l'image était absorbée, que la lumière était absorbée, parce que comme c'est l'histoire d'un type qui peut devenir invisible, c'est comme s'il ne captait pas la lumière quelque part. Je crois que j'aime bien la dimension de saga et de tragédie, c'est-à-dire c'est à la fois la petite forme et la grande forme. En fait, le Parrain, c'est vraiment une tragédie familiale très classique, et ça j'aime bien. Et en même temps, ce qu'il y a de plus émouvant dans le Parrain, c'est pas les règlements de compte, c'est plutôt une séquence où Al Pacino regarde le dessin que son petit garçon a laissé dans son lit. Et ce que je trouve vraiment touchant, c'est comment en fait Coppola, en dressant le portrait de cette famille de mafieux, fait plus un portrait de la famille au sens strict. Et, j'aime bien le travail de la pénombre qu'il y a dans le film. Voilà, l'idée comment ce personnage torturé est poursuivi par ses démons, quoi. Je trouve ça un film fort. L'Esprit de la rue, je trouve que c'est un très beau film et un très grand film. C'est un film qui est éclairé par Luis Cuadrado, qui est un opérateur espagnol incroyable, qui a réussi à faire des choses vraiment très belles, notamment dans ce film où en fait, je trouve que ce qui est très réussi, c'est que c'est un conte réaliste en fait. C'est-à-dire que c'est à la fois un conte avec tous les artifices du conte. Il y a une maison avec une lumière chaleureuse à l'intérieur. Il y a un résistant qui est caché dans une maison et Frankenstein qui se balade à l'intérieur de ça, parce que c'est le fantasme de cette petite fille qui a vu le film Frankenstein et qui donc imagine que Frankenstein est dans le village. Et donc il y a évidemment un lien souterrain entre Frankenstein, les monstres de l'enfance et les résistants face au franquisme. Et donc c'est un beau film parce que déjà plastiquement c'est très fort, l'utilisation de la lumière, comment la lumière elle arrive à l'intérieur des espaces, comment il a réussi à faire quelque chose d'à la fois fantastique et quelque chose d'à la fois réaliste, ce que vous disiez juste avant. Et puis c'est un beau film sur la résistance aussi, c'est-à-dire ça se sent jamais vraiment de manière immédiate, c'est pas un film manichéen. Et manichéen, c'est-à-dire c'est pas un film où tout serait blanc et noir, où tout serait didactique et expliqué de manière un peu pragmatique. Alors ça c'est les méchants, ça c'est les gentils. Les choses sont plus complexes. Mais par contre, c'est un film sur le fait que résister c'est important et à un moment donné résister à un pouvoir établi c'est important. Et c'est jamais dit de manière immédiate dans le film et c'est ça qui est beau. C'est un documentaire de commande sur les élections en 2017 et sur des jeunes qui votaient pour la première fois en 2017 pour l'élection présidentielle. Et donc on m'a proposé de participer à la réalisation d'un film et je trouvais ça chouette en fait de tout à coup de basculer de l'autre côté, notamment en documentaire où moi j'aime bien aller à la rencontre des gens, donc ça me plaisait beaucoup. Après comme je l'ai dit au début, je crois que je suis meilleur à accompagner quelqu'un. En fait, moi, je suis meilleur à comprendre l'univers de quelqu'un. Je suis un peu plus comme un caméléon et à rentrer, à me fondre dans l'univers de quelqu'un. Et une fois que je suis à l'intérieur, j'ai plein d'idées. Parce que je pense que moi, j'ai besoin de contraintes. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai accepté un film de commande. Parce que j'ai pas de vocation de metteur en scène. Mais je me sens très proche de la mise en scène, paradoxalement. C'est-à-dire que je propose plein d'idées aux réalisateurs avec lesquels je travaille, qui ne sont pas que des idées de lumière et de cadre, mais voilà, quand je vois quelque chose qui me touche, qui m'émeut, je n'hésiterai pas du tout à le proposer. Et donc je suis très partageur de ça. Et donc c'est ça qui m'a donné envie d'essayer, pourquoi pas, un film de commande. Mais encore une fois, l'occasion était trop belle.